Eh bien, bonsoir. Je vais d'abord donner un micro à tous mes intervenants. Anne-Josée, Marc, Annie, Marc plutôt, voilà. Voilà, nous allons entamer le dernier débat de la dernière table ronde, plus exactement, de cette journée. Une table ronde particulière, puisque en fin de compte, elle dessine un petit peu le spectre, ou la silhouette plutôt, de ce qu'on entend et de ce qu'on sent depuis cette matinée. Cette silhouette qui serait peut-être celle de l'éthique. En tout cas, elle aborde, on la sent dans les débats. Elle est importante, elle est primordiale. Alors, pour cette dernière table ronde consacrée à l'éthique, on se rend compte depuis ce matin, et on le vit souvent au quotidien, qu'on est dans une forme d'urgence. Bien sûr, sur la viabilité du système actuel de gouvernance et aussi les dérives qu'on connaît, on les a suffisamment soulignées, on en a entendu parler, on en a eu des exemples, et puis aussi, bien sûr, sur le monde et ses périls. Alors, on a parlé aussi de la surpopulation, on voit les dérèglements du climat, et partout, on se rend bien compte que notre position en tant qu'humain dans ces problèmes est quand même assez réelle et proéminente, et que ça nous pose à une réflexion qui est toute simple, en fait. Quelle est notre attitude, aussi bien dans notre vie privée que dans notre vie professionnelle, et quelle est aussi notre part de responsabilité maintenant et pour l'avenir. Alors, nous savons que nous avons une société mondiale qui cherche à réinventer son avenir pour faire changer les choses, pour notre bénéfice et pour le bénéfice de tout le monde, bien sûr. Et alors, ça passe par plus d'éthique. Si nous sommes tous d'accord, c'est ce que nous allons débattre. Mais l'éthique, aujourd'hui, est-ce que c'est encore une utopie? Est-ce qu'elle est déjà en marche? Est-ce qu'elle peut devenir une réalité pour demain? C'est ce que nous allons débattre, et j'ai le plaisir de vous proposer de découvrir ou de redécouvrir nos trois intervenants. Deux sont déjà passés ce matin. Alors, Annie Rouleau, je commence par vous. Vous êtes chef d'entreprise. Vous avez bâti un projet commun à l'entreprise et aux salariés qui s'appuie sur trois piliers. Vous l'avez dit ce matin en anglais, Profit, People, Planet, et qui s'appuie surtout sur vos valeurs de responsabilité sociétale et environnementale, absolument assumées, il faut le dire, que vous partagez avec tout le monde et qui gouvernent votre entreprise, et pas simplement votre entreprise, qui gouverne aussi vos clients et vos fournisseurs. Donc c'est la philosophie que vous partagez avec tout le monde. Marc Halévy, on vous a vu ce matin, vous êtes philosophe, physicien, vous êtes spécialiste des sciences de la complexité, et Dieu sait que cette dernière table ronde va aborder finalement un thème assez complexe. Mais vous avez des approches précises que nous allons pouvoir encore apprécier dans quelques instants. Et puis, Anne-Josée Fulgueras, on vous découvre. On ne pouvait peut-être pas mieux trouver que vous pour parler d'éthique au quotidien. Vous avez été à la tête de la section financière du parquet de Paris. Vous avez traité des plus grandes affaires qui ont défrayé la chronique de ces 15-20 dernières années, l'affaire Elf, le Crédit Lyonnais notamment. Vous êtes depuis passé sur d'autres destinées. Vous avez été membre de grands groupes internationaux, et maintenant vous êtes au conseil d'administration de grands groupes d'assurance mutuelle. Quant à moi, je me présente rapidement. Je suis Christian Séchal, journaliste à Eurosport et surtout observateur du monde sportif et olympique depuis plus d'une vingtaine d'années. Alors si on dit que le sport est souvent la vitrine de la société, on a beaucoup de questions à se poser sur l'éthique. Entre l'esprit et la lettre, il n'existe pas un jour, que ce soit pour des salaires, pour des affaires, où l'éthique est sérieusement remise en cause. En deux mots, ceci dit, le monde du sport n'a ni tribunaux ni casque blanc, donc c'est beaucoup plus difficile d'intervenir. Mais puisque c'est le cas, on peut aussi s'interroger, c'est l'intérêt de cette table ronde. C'est une autre manière de voir, effectivement, ce que peut amener l'éthique au sens plus général dans la société. Alors, pour commencer ce débat, je me tourne vers vous, Anne-Josée. J'aimerais d'ailleurs vous demander votre avis à tous les trois, savoir finalement, si on devait arrêter, faire une carte postale aujourd'hui de l'état du monde, d'après vous, quel est l'état du monde aujourd'hui en ce qui concerne la gouvernance et l'éthique? On a beaucoup parlé de l'échéance de 2030, alors bien malin évidemment celui qui pourrait dire aujourd'hui exactement ce que sera notre quotidien en 2030. Nous savons tous, en tout cas, c'est pas original de le dire, que ce qui s'est passé au cours des dernières décennies n'est pas très brillant, puisque la finance n'est plus au service de l'économie, que l'économie n'est plus au service du bonheur des hommes, et que les hommes ont entrepris déjà assez gravement, parfois de façon un peu irréversible, de compromettre quelques grands équilibres naturels de la planète. Mon sentiment,
c'est qu'on est un peu tous embarqués dans un véhicule qui roule vite, très vite, parce que l'économie libérale est condamnée à la croissance au niveau mondial. C'est un véhicule qui ne dispose pas d'une très grande visibilité. Tous ceux qui s'appliquent à essayer de prévoir ce qui va se passer se plantent régulièrement, il faut bien le dire. Et puis nous savons tous, de par notre expérience, que finalement tout ce qui nous arrive à titre individuel ou collectif de vraiment important est imprévisible. Et puis pour ajouter à ce noir tableau, il faut dire aussi que ce véhicule, il a bien des rétroviseurs, mais que ces rétroviseurs ne nous permettent pas vraiment d'efficacement prédire l'avenir, puisque nous avons beaucoup de mal, enfin nos sociétés ont beaucoup de mal à tirer des leçons du passé pour l'avenir. Donc je crois que nous sommes condamnés à cette incertitude, nous sommes condamnés aussi à tenter d'en tirer parti, et qu'il va falloir le faire vite, et qu'il va falloir le faire tous ensemble. Voilà ma conception. Et quelle est la conception de l'autre côté de l'Atlantique? Vous venez du Canada, que pense-t-on de l'état du monde de ce côté-là? Je ne prétends pas du tout d'avoir la réponse à cette question-là, mais de notre côté ou de mon côté, je pense qu'on est en pleine crise d'identité. Outre le fait, la hausse de la violence, de l'insécurité, le manque de confiance dans notre système politique et économique, je pense qu'il y a une perte de nos repères et puis un éloignement de nos valeurs. Alors, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, moi, ma journée aujourd'hui, elle a été magique, inspirante, parce qu'enfin, je pense qu'on est tous un petit peu en quête de chercher le leader qui va nous influencer, l'influenceur pour les jeunes, parce que c'est comme ça qu'on les appelle aujourd'hui, à savoir qui va nous parler du bien, justement dans un environnement un petit peu plus morose aujourd'hui. Alors, je trouve que c'est des tribunes fabuleuses aujourd'hui pour voir le côté très positif. Et vous, Marc, que pensez-vous de cet état du monde? Ce matin, vous nous avez parlé de rupture, un moment crucial. C'est le moment ou jamais de donner cette carte postale, je pense. Ce qui est amusant, c'est que le mot éthique est un mot très ancien. Je m'en réfère à la culture grecque. Comme je suis philosophe, j'ai beaucoup étudié les Grecs. Et ça me rappelle une phrase de Nietzsche, qui est mon papa philosophique. Nietzsche qui disait, c'est quand on manque de quelque chose qu'on en parle le plus. Et comme par hasard, on parle énormément d'éthique. Très bien. Alors, ce dernier débat n'est pas une table moralisatrice. Je pense, et là vous y tenez, Marc, il faut faire un distinguo quand on parle d'éthique, entre éthique et morale, en fait. Ah oui. Ah oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être clarifié, parce que je trouve qu'on mélange beaucoup trop les notions, probablement parce que la culture philosophique s'est dégradée ces dernières générations, mais confondre éthique et morale, c'est très très ennuyeux. Retournons aux étymologies. La morale, ça vient d'un mot latin qui est mores. Mores, ce sont les mœurs, c'est-à-dire ce qui est collectif. Donc, pour le dire simplement, la morale, c'est l'ensemble des normes conventionnelles qui sont considérées comme étant les bons comportements collectifs. Donc ça, c'est la morale. Alors on peut parler de morale chrétienne, de morale taoïste, de morale bantou, j'imagine, mais c'est donc quelque chose qui est conventionnel et collectif, la morale. Alors que l'éthique, ça vient d'un mot grec qui est ethos, et ethos, c'est le comportement, c'est mon comportement. Donc autrement dit, l'éthique, c'est le questionnement individuel de chacun par rapport à sa relation en lui-même, aux autres et au monde. Et d'en tirer probablement, si on va au bout du chemin, d'en tirer des règles personnelles de comportement. Donc vous comprenez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Et je voudrais en rajouter une troisième. Donc il y a le pôle moral, il y a le pôle éthique, mais il y a le pôle légal aussi. Et c'est une erreur colossale de confondre la moralité et la légalité. Comme c'est une erreur colossale de croire qu'il faut y confondre l'éthique et la légalité. Vous savez, là, encore une fois, je fais référence à Nietzsche et à son prédécesseur Spinoza. Il ne faut jamais oublier qu'il y a une belle définition philosophique de la loi, et ça va vous faire hurler, mais la loi, c'est jamais qu'un instrument au service de ceux qui ont le pouvoir pour soumettre ceux qui ne l'ont pas. Alors, quand on parle d'éthique, on l'a vu, on est finalement assez tiraillé. En plus, on est au début peut-être de l'aventure. On parlait d'utopie. Enfin, je parlais d'utopie. Je voulais savoir si ça allait pouvoir devenir une réalité dans l'avenir. Vous, Anne-Josée, eh bien, écoutez, vous avez un vécu quand même du quotidien à l'échelle internationale.
comment appliquer cette éthique à la gouvernance au sens large ? Alors, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il ne faut pas confondre l'éthique et la morale. Il ne faut pas non plus confondre tout cela avec la loi. Je pense tout de même qu'il y a des ponts, et ils sont très nombreux, puisque les unes influencent les autres, et même on peut ajouter que le politiquement correct, qui est une sorte de soft law, est influencé par la morale, par l'éthique, et parfois débouche sur la loi, donc tout ça est assez... En tout cas, moi je suis ravie d'avoir à associer en revanche les mots et les notions de gouvernance et d'éthique, et je remercie Virginie d'avoir pensé à moi alors que je n'accepte plus depuis assez longtemps de débattre sur ces questions en public, parce que j'en ai assez, je dois dire, des sempiternelles conférences sur lesquelles doctement on fait le point sur l'avancée des corps réglementaires concernant l'éthique, ce qui n'avance finalement pas à grand-chose. Et je suis, comme Annie, tout à fait séduite par la démarche qui est ici adoptée pour parler de ces sujets. Et je pense que c'est véritablement une façon de faire avancer les choses. Alors, habituellement, on considère la gouvernance comme étant, au fond, tout ce qui permet de mieux organiser le processus décisionnel. C'est une démarche formelle. En tout cas, la gouvernance est toujours aujourd'hui d'abord envisagée sous son angle réglementaire. Et on voit aujourd'hui à quel point cette démarche trouve ses limites. C'est très important, bien sûr, de veiller au bon fonctionnement des assemblées, à la parité au sein des conseils, à veiller à ce que la rémunération des dirigeants ne soit pas des pousses au crime, etc. Tout cela est parfaitement vertueux, mais il ne faut pas penser que le respect strict d'un processus décisionnel formel va pouvoir garantir la pertinence du fond, parce que, in fine, ce qui compte, c'est la décision qui va être prise, et la décision, elle n'est rien d'autre qu'un arbitrage humain. Donc c'est important évidemment de le dire, même si ça peut paraître évident. Et donc pour cette raison, l'éthique aujourd'hui paraît particulièrement, il est particulièrement important de l'associer à la gouvernance, parce que tout simplement la gouvernance sans l'éthique n'a pas de sens dans le contexte que nous venons de décrire. En même temps, il y a beaucoup d'écueils, de votre point de vue, pour associer les deux. Ce n'est pas facile. Et je pense que si on regarde à l'échelle locale, nationale, internationale et planétaire, effectivement, les écueils sont nombreux et complètement différenciés. Oui, ils sont très nombreux, mais en même temps, ça n'a jamais été aussi pertinent de parler d'éthique. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, les organisations sont aujourd'hui confrontées à des situations qui ressemblent à des situations de crise, sont obligées de répondre à des événements qui sont inédits et obligées de faire des choix en urgence. Et dans un contexte comme celui-ci, on comprend bien que le discernement du décideur l'emporte sur le respect du processus décisionnel. Et en plus, dans ce cadre-là, on n'a pas souvent le cas de débattre finement de la dimension éthique. Donc il faut que celle-ci soit sous-jacente et qu'elle ait été intégrée au processus décisionnel, un peu comme la basse continue en musique baroque. Donc c'est très important. Et pour moi, alors Marc disait que l'éthique c'est quelque chose de profondément individuel. Je suis probablement d'accord avec cette docte remarque. Et pourtant, moi, je me dis aujourd'hui que le monde est un petit village et que nous sommes tous condamnés à la solidarité. Et donc, plus qu'une éthique strictement personnelle, dont je ne conteste pas l'importance, nous avons besoin de trouver un mode d'éthique collective. Je reviendrai ensuite sur les écueils, si vous voulez. Ah bon ? Alors, le gros problème, quand on parle d'éthique, c'est qu'on aurait envie, bien sûr, que l'éthique puisse être tout un corps de valeurs qui transcende les clivages idéologiques, religieux, culturels, etc. Mais pas plus que le droit, l'éthique ne parvient évidemment à cet exercice, puisque ses sous-jacents sont tout de même éminemment culturels, religieux, idéologiques, etc. Donc c'est extrêmement difficile d'imaginer un corps de principes, de valeurs qui pourrait déterminer une éthique de gouvernance applicable à l'ensemble des organisations.
Alors pourquoi ? D'abord parce que l'éthique est une notion à géométrie variable. L'éthique, d'abord, elle est différente selon les pays, les continents. On ne parle pas de la même façon des relations entre les hommes et les femmes, des conflits de génération, des relations de pouvoir dans l'entreprise d'un continent à un autre. Quiconque a participé un jour à un colloque sur la lutte contre la corruption a pu juger de la discordance des jugements à cet égard d'un pays à un autre. Et puis, l'éthique, c'est aussi une notion variable dans le temps, éminemment. Et puis, cette évolution a tendance à s'accélérer. On a parlé, bien sûr, dans cette enceinte depuis ce matin de la raréfaction des énergies et des ressources naturelles. C'est vrai que pendant des siècles, on a considéré que la libre exploitation des ressources naturelles était naturelle, normale, et que c'était même une prérogative de l'homme. Et aujourd'hui, bien sûr, à l'heure du réchauffement climatique, des menaces sur la biodiversité, etc., on se rend bien compte que toute atteinte et tout abus à cet égard est éthiquement condamnable sur le plan individuel ou collectif. Et puis, il y a un autre problème avec l'éthique, c'est que, et ce n'est pas des moindres, c'est qu'en fait, un même comportement peut, selon qu'on le regarde sous l'angle de l'intérêt individuel ou de l'intérêt collectif, être considéré comme éthique ou non éthique. Ça complique évidemment singulièrement les choses. Et même les sacro-saints droits de l'homme, qui sont universellement reconnus, n'échappent pas à cette dichotomie. Parce que sur un plan individuel, bien sûr, nul ne conteste le formidable outil de ce principe quasi religieux pour lutter contre les oppressions, contre les inégalités un peu partout dans le monde. Mais si on veut bien regarder les droits de l'homme d'un point de vue collectif, cette fois-ci, on ne peut pas s'empêcher de remarquer qu'il s'agit de droits strictement individuels, infiniment opposables à la collectivité, et que par là même, ils portent en eux le germe de l'isolement de l'individu et de la destruction de la solidarité au sein du groupe, qu'il s'agisse de la famille, de l'entreprise, de la nation, et donc finalement de la destruction du lien social. Donc de nombreuses difficultés en ce qui concerne la définition de l'éthique. Oui, déjà, c'est deux nouvelles assez moyennes. Déjà, donc la notion de droit de l'homme serait aussi peut-être à revoir, en tout cas une géométrie variable. Et puis, à vous écouter, Anne-Josée, on a l'impression qu'il est difficile finalement de trouver un socle commun dans la définition et même dans la répartition de l'éthique à travers le monde. Un socle commun, oui, ça je pense que c'est assez utopique, enfin, de mon point de vue. Si on entend par socle commun définition fine de tous les principes devant composer une sorte de charte qui serait universellement applicable, je pense que c'est utopique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de solution. On va y venir. Voilà. Marc, je me retourne vers vous parce que, aussi pour comprendre l'éthique, il faut comprendre les mots qu'on emploie. On parle de mondialisation, on parle aussi de globalisation. Des fois, on mélange les deux, alors que pour vous, il est peut-être important de dire que ce n'est pas du tout la même chose et pour vous, vous faites un distinguo encore plus fort que le reste. Oui, mais est-ce que je peux revenir 3 secondes sur ce qui était dit ? Parce que je voudrais juste rectifier quelque chose. Quand je dis l'éthique est en fait un ensemble de règles de vie individuelles, l'individu, ce n'est pas forcément une personne humaine isolée. Ça peut être une entreprise, ça peut être une communauté, ça peut être une famille. Hein. C'est juste une entité qui se distingue... une entité qui se distingue par son identité de l'ensemble. La deuxième chose que j'aimerais dire, et ça j'y crois vraiment beaucoup, c'est que d'un côté on parle de gouvernance, de l'autre on parle d'éthique, ces deux mots me vont bien. La gouvernance, la définition que vous en avez donnée me semble parfaite, c'est effectivement des méthodes de décision et qui doivent être les plus optimales possibles, et d'autre part l'éthique, ce sont des règles de comportement. Mais les deux doivent se référer à une raison d'être.
doivent se référer à quelque chose qui est une mission, une finalité, un but, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Et tant qu'on ne définit pas la téléologie, donc le but global de l'opération, il est impossible de définir un modèle de gouvernance et il est impossible de définir une éthique. Et une éthique, pourquoi faire? Une gouvernance, pourquoi faire? Et si on limite le débat à ces deux termes-là, on est forcément bloqué. Qu'est-ce qu'on veut faire de l'humanité? Qu'est-ce qu'on veut faire de la Terre? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Il faut d'abord répondre à ces questions-là et puis on peut commencer à réfléchir sur les règles à mettre en place et sur les méthodes à mettre en place. Mais le faire avant, ça me paraît un peu oiseux. Voilà. Maintenant, je réponds à votre question. Oui, j'allais vous dire, effectivement, alors c'est une réflexion personnelle, et puis aussi c'est une réflexion globale. Et même cette notion de globalité, vous y mettez des différenciations. Ah oui. Oui, parce que là je rejoins, enfin, j'avais cru pouvoir reprendre ma casquette de philosophe dans cette deuxième intervention, mais vous me ramenez à ma première casquette de prospectiviste. Donc, je tiens beaucoup à faire la distinction entre globalisation et mondialisation. Alors, la globalisation, c'est quoi? Ça veut dire que le fait qu'aujourd'hui, toute l'humanité est interconnectée, interdépendante, les problématiques sont globalisées. On ne peut plus faire semblant, enfin Chirac nous a fait le coup en France, ça a marché une fois, ça ne marchera pas deux fois, de dire que les nuages radioactifs de Tchernobyl se sont arrêtés pile à la frontière. Hein, il faut arrêter de dire des bêtises. Donc ça, ce que je crois, c'est qu'on en a vu plein. Les cyberattaques, c'est globalisé. Les pandémies, c'est globalisé. Le réchauffement climatique, c'est globalisé. Les pénuries de ressources, c'est globalisé. Et je peux vous en faire une liste comme ça de 3 pages. Donc la globalisation, elle est bien là et elle appelle des réflexions et des solutions globales, donc des gouvernances globales, et on en a parlé tout à l'heure, j'y reviens pas. Alors pourquoi je fais la distinction entre la mondialisation et la globalisation? La globalisation des problématiques est une chose, la mondialisation des modèles en est une autre. Et je veux dire, moi, je vais être très très clair, contrairement à ce qu'il écrit dans les fiches qui ont été distribuées, ma nationalité n'est pas du tout une nationalité belge, je suis américain et israélien. Et fondamentalement, je crois que depuis 1945, donc la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes dans un processus de mondialisation qui est le joli nom pour parler de l'américanisation du monde. Et le fait que ce sont les méthodes américaines qui ont été proposées, voire imposées à tous les pays du monde, et aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça ne marche plus parce que le American Dream est devenu un American Nightmare. Et donc, très clairement, il y a un rejet fondamental de ce modèle-là qui est le modèle américain. Donc, la mondialisation est un échec et elle s'est arrêtée. Donc, quelle est la réponse à ça? Très clairement, et moi, c'est mon opinion et je la partage vraiment beaucoup, c'est qu'on est en train de vivre un processus de continentalisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir des bassins socio-économiques et culturels qui se mettent en place et qui vont être non pas indépendants les uns des autres, qui vont être interdépendants les uns des autres, mais avec des éthiques différentes, avec des gouvernances différentes et avec des raisons d'être différentes. Et je pense qu'on est là dans un schéma qui n'est pas bien loin de ce que décrivait Huntington à son temps. Mais lui, il l'avait mis sur le plan des guerres de culture. Moi, j'ai plutôt tendance à le mettre sur le plan de la complémentarité des cultures. Mais l'idée de la continentalisation me paraît indispensable et je pense que l'avenir de l'Europe est en Europe. Celle de l'Asie en Asie, etc. Pardon ? Et celle pour chaque continent. Et celle de la Grande Asie en Asie, celle de la Grande Inde en Inde, etc. etc. Donc vous confirmez qu'il est difficile effectivement de trouver un socle commun pour cette éthique. Moi je pense, et je ne crois pas que ce soit souhaitable d'ailleurs, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'uniformisation, pardonnez-moi d'être physicien, je reviens décidément à ma troisième casquette, c'est que quand on fait de l'uniformisation, on augmente l'entropie. Mais le maximum d'entropie, c'est la mort. Quand tout est uniforme, il ne se passe plus rien. Donc je crois au contraire que la biodiversité est une chose indispensable, maintenant tout le monde le sait. Moi je pense qu'au niveau de l'humanité, la no-diversité est quelque chose d'indispensable aussi, c'est-à-dire la diversification des cultures, la diversification des éthiques, des méthodes, des regards sur le monde, des regards sur la vie. Alors maintenant que nous avons posé un regard sur le monde, on va peut-être revenir sur la gouvernance en entreprise. J'ai l'impression à vous écouter que plus on arrive sur des cellules petites, plus il est facile finalement de trouver en tout cas des règles communes, parce que ne serait-ce qu'il y a moins de monde ou moins de cellules dans ces entreprises. Alors, on va encore peut-être appuyer là où ça fait mal. Anne-Josée,
est-ce que quand on prend une entreprise, est-ce qu'il y a toujours des dérives possibles? Est-ce qu'il y a des tentations à l'intérieur d'une entreprise quand on parle de... Non, merci de me donner la spécialité d'appuyer là où ça fait mal. Je vais t'adorer les petits princes, là. Je leur dresse un avenir. Non, mais après, on trouvera des solutions. Je crois qu'il y en a d'ailleurs à proposer, ce qui est très bien. Oui. Donc, je vous disais, est-ce qu'il y a des dérives encore dans une entreprise qu'il faut éviter sur les pouvoirs? Ah oui, si on redescend un petit peu à un niveau de... Bon, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Marc à propos de la mondialisation, c'est-à-dire de ce poids normatif de l'éthique américaine. Moi, je l'ai vécu souvent sous l'angle de la loi, mais en fait, la loi, ce n'est que le prolongement de comportements imposés. Et je pense que, même si je me réjouis de savoir que ça va prendre fin, aujourd'hui, l'hégémonie américaine continue à produire ses effets. Le long arm of the law n'est pas un concept. Et j'ai vu à plusieurs reprises comment la couverture éthique était utilisée, parfois à des fins concurrentielles, mais avec un affichage extrêmement lisse, notamment pour combattre la corruption dans le cadre du commerce international, la fameuse convention OCDE. Le soupçon est né rapidement de la part des acteurs, mais c'était un petit peu trop tard, tout le monde avait signé, et alors que les Américains, qui étaient déjà soumis à un régime de sanctions, mais par une loi qui n'avait jamais été appliquée, ont enfin eu la satisfaction de voir qu'une différence concurrentielle avait disparu. Et puis, je crois qu'après la crise des subprimes, on a vu un petit peu la même chose. Subprimes qui sont, quand même, il faut s'en souvenir, partie des États-Unis et qui ont donné lieu à une avalanche de nouvelles normes imposées à l'ensemble des banques mondiales. Pas toujours efficaces, un certain nombre de réformes dont un certain nombre ont été abandonnées, mais c'est encore un exemple de la complexité et de la perversité avec laquelle l'éthique peut être utilisée au niveau international. Alors, si on veut redescendre un petit peu plus bas dans l'application de l'éthique au sein des entreprises, c'est pas très facile non plus, parce que moi j'ai été directeur de la conformité d'un grand groupe bancaire international et je me suis aperçue, pas seulement dans le groupe d'ailleurs dans lequel je sévissais, mais un peu partout, que la tentation était forte de faire de l'éthique une simple cosmétique, au fond, de donner l'apparence d'être éthique et de penser qu'on peut ainsi suffisamment protéger son image sans être obligé d'approfondir l'exercice et de mettre ses pratiques en conformité avec ce que l'on avance. Alors ça, c'est un premier sujet. Il y en a un autre, c'est que la déontologie dans certains secteurs d'activité, elle se traduit souvent par une série de règles extrêmement pointillistes, extrêmement formalistes. Et j'ai pu me rendre compte à l'expérience que ces règles-là, on peut les appliquer à la lettre tout en chahutant l'esprit. Et donc, c'est un peu problématique aussi en ce qui concerne l'éthique. Et puis enfin, je veux dire une chose, c'est que l'éthique, comme la conformité d'ailleurs, peut aboutir en pratique, de la part des spécialistes qui en sont chargés au sein des entreprises, à des arbitrages entre comportements non éthiques. Comme j'ai dû faire des arbitrages souvent entre comportements non conformes. Parce que c'est une obligation, parce que la loi est complexe, parce que l'éthique est complexe. J'ai dit tout à l'heure qu'elle était parfois, le même comportement pouvait être éthique ou non éthique, donc parfois il fallait choisir. Moi, il m'est arrivé, par exemple, de devoir arbitrer entre des règles qui imposaient la remontée de tous les soupçons de blanchiment, de toutes les opérations soupçonnées de blanchiment à l'intérieur du groupe, donc jusqu'à la maison mère en France, et puis parallèlement de me heurter au refus d'une filiale dans un pays où une telle remontée d'informations aurait été passible de sanctions pour violation du secret bancaire. Donc il fallait bien arbitrer. Et donc l'arbitrage, pour moi, était relativement simple. Il valait mieux s'exposer à des poursuites pour violation du secret bancaire que de s'exposer à être montré mondialement du doigt comme étant un groupe pratiquant ou facilitant ou fermant les yeux sur des opérations de blanchiment. Mais vous voyez, ça n'est pas toujours simple en pratique. Le chemin est donc assez complexe, long a priori, donc on est entre une définition utopique, voire marketing encore, par certains moments de
de cet aspect d'éthique, mais enfin, il faut quand même être positif. Et puis, si on en revient quelque part aux entreprises... Parce qu'on le vit aussi dans la petite entreprise. Voilà ce que j'allais Dieu dire. sait, pas à ce niveau-là, mais tous les jours, on est confronté à nos convictions aussi. Ici, on a décidé d'appuyer, et puis j'aime bien votre terme de continentalité, d'appuyer une économie locale. Bien, tous les jours, je reçois un courriel de partout à travers le monde pour m'offrir des produits et services à bas prix. Mais si j'ai fait le choix d'encourager, de promouvoir une entreprise locale détenue par une jeune famille, détenue par une femme, bien, tous les jours, je suis confrontée à dire « OK, je vais payer un petit peu plus cher pour ce service-là parce que ultimement, je suis fière de l'encourager, je suis fière de pouvoir lui donner l'opportunité de participer aussi à notre succès. » Mais on est confronté. Et puis en plus, nous, dans le domaine, le greenwashing, les gens peuvent utiliser toutes sortes de termes pour avoir l'air plus vert. Donc, il faut que tu ailles au-delà de la mêlée pour vraiment croire à tes convictions. D'où l'importance que vous mettez, puisqu'on parle de cet aspect-là, à avoir la même, ou à demander la même philosophie, la même transparence peut-être, à vos fournisseurs et à vos clients en troisième. Oui, parce que, je veux dire, dans cette démarche-là de Profit, People, Planet, notre démarche d'avoir une politique d'approvisionnement responsable est importante. Donc, dans cette politique d'approvisionnement responsable, bien, j'ai un questionnaire que j'envoie à mes fournisseurs. Ils n'ont pas l'obligation de répondre. Je n'ai pas envie de les juger, mais j'ai envie de savoir. Et il y a toujours une façon « measure what matters ». Juste de connaître un petit peu avec qui tu fais affaire. C'est sûr que j'ai un fournisseur que j'ai mentionné ce matin qui est ici, à Saint-Étienne. Quand je leur demande des questions sur les compensations de leurs employés, la discrimination, la gouvernance, s'ils savent s'ils utilisent des produits dangereux, ils n'ont pas à me répondre, mais ils le font par transparence. Et moi, j'ai envie de travailler avec des gens qui ont cette notion de transparence-là, de connaître la provenance des produits. On se rend bien compte finalement que ce ne sont pas nos institutions, nos gouvernements qui repartent habillés pour l'hiver, il faut bien le dire dans ce débat, mais que finalement c'est la société civile, les entreprises moyennes qui prennent en main ce qu'on voit dans d'autres domaines d'ailleurs. Mais le mouvement, il va partir par le bas. Notre mouvement qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le citoyen, c'est le petit prince, la princesse, c'est la PME, petite moyenne entreprise, qui se mobilise parce qu'à un moment donné, on s'encourage et puis on ne peut pas attendre après les instances politiques, en tout cas du moins pas au Québec. J'attends plus après eux. J'ai décidé de prendre action. En Europe non plus. On vote tous pour. Alors ce qui est étonnant aussi, c'est que bon, c'est une démarche personnelle qui, avec les années, risque d'être cadrée dans le bon sens ou dans le mauvais, on ne sait pas. Mais justement, il y a des premiers marqueurs. Vous nous avez parlé ce matin d'un marqueur qui s'appelait la B Corp, qui permet, sur des bases environnementales, notamment et sociétales, d'étalonner, peut-être pas de classifier, mais en tout cas de découvrir et de suivre les entreprises comme la vôtre. Alors, au départ, c'est très positif, et on va retomber dans le système des grandes organisations, ou en tout cas des grandes ONG, peut-être aussi derrière. C'est positif, mais en même temps, est-ce qu'on peut se fier 100% ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit problème éthique et moral à s'appuyer sur ces entreprises-là, qui peuvent être, elles aussi, pourquoi pas, un jour victimes d'influence ? Alors, quelle est la part éthique aussi de travailler avec B Corp ? Bien, premièrement, B Corp, ce n'est pas une structure de processus. Parce que ça, je suis allergique à toutes les structures et les rapports de plus d'une page, 8,5 par 11. One page. Et puis, j'ai eu l'occasion, moi, d'avoir un père et une mère entrepreneurs qui ont vendu une entreprise. Et mon père a dit à l'acheteur devant lui, si l'offre fait plus grand que la napkin au restaurant, je ne signe pas. Alors, ça veut dire qu'il faut être précis, concis, right to the point. Alors, B Corp, ce n'est pas de me structurer des processus, c'est de dire ce qu'on fait dans l'entreprise, c'est de transmettre les valeurs, parce qu'à un moment donné, ce matin, Jean-François, 250 000 employés, ou en tout cas du moins un nombre astronomique, j'ai rencontré des gens fabuleux cet après-midi, comme une compagnie de mets surgelés.
1500 employés. Et puis, il se posait la question, on met des processus en place, mais c'est difficile quand tu deviens très grosse entreprise, M. Lacroix. C'est très grand, c'est difficile de transmettre nos valeurs. Il faut au moins les écrire clairement pour pouvoir grandir, embaucher du talent et pouvoir transmettre nos valeurs de la base. C'est pour ça que je ne trouve pas ça que c'est contraignant et puis qu'il faut, en quelque part, pouvoir bien décrire nos valeurs pour pouvoir les transmettre. Elle passe d'autant mieux que vous travaillez aussi sur la proximité avec vos fournisseurs, donc c'est avec tous vos clients, et ça c'est important pour transmettre ces valeurs déjà? Oui. Si j'ai la valeur d'un Québécois qui va travailler pour un produit qui va être vendu au Québec, ma prochaine usine, elle sera ouverte aux États-Unis si je vends à un Américain ou en Europe si je vends à un Européen. Alors, l'effet de proximité, pour moi, elle est importante. Alors, nous avons des petits princes, nous avons des chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise qui vont être à l'international, qui vont être obligés finalement de conjuguer l'éthique en fonction des lieux où ils vont être et de s'y adapter avec une démarche finalement personnelle hyper importante, ce que vous disiez, Marc, tout à l'heure. C'est aussi, Anne-Josée, une manière de faire aussi encore un petit peu l'état des lieux des solutions qu'on pourrait trouver, proposer. Alors il y a deux choses, on va partir d'un constat un petit peu négatif et on va arriver sur un constat positif. Vous dites que sur les entreprises, le vrai danger en dehors de toutes ces frontières, c'est le court-termisme, je reprends votre terme, et que peut-être que la solution, et on pourra aller sur les deux aspects, c'est peut-être pas de trouver un idéal d'éthique, mais des axes médians entre les définitions de tout ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Je crois que la solution, ça serait la multiplication d'entrepreneurs comme Annie. Moi, je vote à 1000% pour ce que fait Annie, et je pense que c'est l'exemple le plus inspirant pour les petits princes qui sont ici. C'est vrai qu'avec un regard qui est le mien, où j'ai tendance, parce qu'on ne se refait pas à autopsier quand je vois un sinistre, une grosse affaire, avec des turpitudes potentielles, j'essaie d'en trouver la cause. Et à force d'avoir cette démarche pragmatique, je me suis aperçue que la plupart des grandes crises financières ou économiques ou environnementales, quand on en recherche les causes et qu'on remonte la chaîne des causalités, on arrive toujours, à un moment donné, à une stratégie avec une vision à court terme, en général associée avec un mauvais arbitrage entre les intérêts individuels et les intérêts collectifs. Donc je me dis qu'après tout, puisque, comme je le disais, j'ai livré ma conviction qui semble partagée que trouver un socle solide et universel d'éthique, c'est très utopique. Est-ce que peut-être on pourrait au moins, et des initiatives comme celle d'Annie, si elles se multipliaient et si elles étaient relayées par les réseaux sociaux, pourraient peut-être y parvenir, insuffler une sorte de culture collective qui bannirait en quelque sorte, ou en tout cas contribuerait à donner une mauvaise image de toute stratégie clairement basée sur le court terme et qui ne privilégierait pas clairement des intérêts collectifs sur les intérêts individuels. Finalement, laisser tomber le dogme et plus travailler sur l'expérience de l'expérience, quelque part. Ah, clairement. Marc, vous voulez dire quelque chose ? Oui, parce que je pense que le danger quand on parle d'éthique, ou de tout ce qui tourne autour de ça, c'est un peu de noyer le poisson dans des vues philosophiques un peu généralisantes. Moi, vous parliez là tout de suite des jeunes princes et des jeunes princesses qui sont là et qui vont nous suivre, enfin qui vont nous devancer, j'espère. Je crois qu'il faut revenir aux axes. Et les axes, c'est 4 questions. Et plus tôt, dans l'éducation, on amènera les gamins à se poser ces 4 questions-là, plus on a de chances de construire une situation, une société éthique plus forte. Alors ces 4 questions, c'est tout simple. Qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je ne veux pas faire ? Qu'est-ce que j'accepte de faire ? Qu'est-ce que j'accepte de pas de faire ? Et une fois que ces 4 questions-là sont bien clarifiées et que les réponses sont claires, vous avez en face de vous quelqu'un qui est éthiquement armé pour à peu près toutes les situations. Il faut quand même faire preuve d'une sacrée force de caractère actuellement dans les entreprises pour arriver à imposer ce genre de départ. J'entends bien, mais on est bien en train de parler des gens qui construiront demain, pas les gens qui suivront demain. Les gens qui construiront demain, ils doivent être costauds dans les tripes. Hein. Et moi, je pense que ceux-là, ils doivent se poser ces 4 questions-là.
Et si tout le monde se posait ces 4 questions, et si tout le monde pouvait y répondre, là, ce serait merveilleux, mais c'est de l'utopie. D'autant plus que vous appuyez quand même votre démonstration sur le fait que c'est la fin un peu hiérarchique des entreprises classiques, et peut-être que cette notion de réseau dont vous nous avez parlé ce matin est peut-être aussi une possibilité de, à défaut de libérer la parole, libérer l'attitude. Évidemment, parce qu'adhérer à un réseau, c'est répondre pour soi aux 4 questions et demander au réseau quelles sont vos réponses collectives aux 4 questions. Ça colle ou ça colle pas? Si ça colle pas, j'entre pas. Si ça colle, j'entre. Mais alors j'adhère vraiment, parce que forcément, il y a convergence. Et ça, c'est très pragmatique. Hein. Je pense que, Annie, avec vous, on peut voir, et la notion concrète est importante aujourd'hui. Si on prend les 3 termes d'une entreprise, je pense qu'il est bon de ressouligner ce que vous avez dit tout à l'heure. Comment trouver finalement la bonne solution entre efficacité, éthique et équité? Efficacité, éthique et équité. Trouver la bonne solution entre les 3? Ouais. My God, moi je gère sur mes intuitions. J'ai pas fait les grandes études là-dessus, mais quand on gère avec l'intuition qu'on fait le bien, à un moment donné, l'efficacité finit par arriver. Je veux dire, pour moi, là, j'ai de la misère un petit peu à répondre à brûle-pourpoint sur cette question-là, mais l'équité dans l'entreprise, c'est inconditionnel. Il faut qu'il y ait une justice, que ce soit de la parité à l'égalité salariale, au traitement de toutes les parties prenantes. Pas juste de maximiser et d'optimiser l'avoir de l'actionnaire. Ce n'est plus la raison d'être de l'entreprise de demain. Alors, à ce niveau-là, on est capable de jumeler les 3 tous les jours dans toutes les décisions que je prends. Puis c'est pas compliqué, c'est vraiment juste d'avoir du bon sens. Marc, vous avez souligné aussi quelque chose, enfin un axe qui est important et qui peut vraiment intéresser nos petits princes, c'est qu'en fait quand on est un entrepreneur ou même un salarié à tous les niveaux, jusqu'à maintenant il y a une phrase qu'on a toujours entendue, c'est « il faut réussir dans la vie ». Et ça, c'est avec ce que vous soulignez, pas forcément l'objectif terminal d'une entreprise ou même d'une démarche personnelle de travailleur, même si vous ne voulez pas entendre le mot salarié. C'est très clair, c'était le leitmotiv, je pense, de l'éducation qu'a reçu toute ma génération. Il fallait réussir dans la vie. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire réussir dans la vie. Ça veut dire réussir dans le regard des autres. Ça veut dire réussir dans la norme sociale et grimper l'escalier social. Et donc moi j'ai 6 enfants, il y en a un qui a fait 8 tout à l'heure, là je suis battu. Mais moi j'ai 6 enfants, il est bien évident qu'à mon dernier qui a 17 ans, si je lui disais Noé tu dois réussir dans la vie, il serait mort de rire. Dans la mesure où lui il répond, mais écoute papa, moi mon problème c'est pas de réussir dans la vie, mon problème c'est de réussir ma vie. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Et dans les 2 cas, je dis oui, mais pour réussir ta vie ou pour réussir dans la vie, dans les 2 cas de figure, il faut mettre ta vie au service de quelque chose qui te dépasse, parce que sinon c'est la voie de la médiocrité. Alors nous allons arriver bientôt à la conclusion de cette dernière table ronde. Je voudrais avoir un mot de conclusion finalement de vous 3. Anne-Josée, je vais commencer par vous finalement. Vraiment? Quel message? Oui. Ça sera la dernière question que je vais vous poser. Oui, si vous voulez. Ah ouais, d'accord. Marc, c'est prévu, vous pouvez finir, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai été frappée ces jours-ci parce que à chaque fois que je parlais, comme on le fait tous, avec des amis, des évolutions paroxystiques auxquelles pourraient nous conduire les progrès technologiques, notamment sur le plan de la médecine, sur le plan de la façon dont on fera les enfants d'ici quelques décennies, du corps augmenté, prolongé, avec des capacités décuplées, etc. Et toujours, immanquablement, mon interlocuteur, à un moment donné, disait « Ah, ben, j'espère que je serai mort quand ça arrivera ». Et ça me paraît être une réponse terrifiante. Hein. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont des enfants et qui disent « Ah ben, oui, d'accord, je comprends que ça va arriver, mais j'espère que je serai mort avant ». Et ben, c'est justement des événements comme celui-ci, avec une vraie recherche loyale, sans
sans langue de bois pour trouver des voies nouvelles qui pourraient permettre peut-être qu'on n'entende plus ce genre de choses et de redonner confiance, de redonner un espoir et surtout de donner aux jeunes l'envie de faire en sorte que le monde bascule dans le bon sens et qu'ils prennent l'exemple d'entrepreneurs comme Annie, parce que ça, je pense que la solution vraiment de l'association entre la gouvernance et l'éthique, elle est là. Elle est là. Annie, justement, je vous passe la parole pour votre conclusion. Alors moi, aujourd'hui, ça a été une journée magique chez mes cousins, les Français. J'ai rencontré Carole, Virginie, Lisa, Anne, Bruno, Jacques, Florence, qui sont peut-être pas encore dans la salle, mais vous avez aussi été en mesure de m'inspirer et c'est ce que je voulais moi aussi venir ici et d'être inspirée. Et puis si on peut repartir avec une phrase, c'est qu'on est en mesure d'utiliser nos entreprises pour faire le bien. En anglais, B Corp, on a une espèce de motto, c'est « Use your business as a force for good ». Oh. Et puis Marc, alors en tant que philosophe, physicien, vous prenez la casquette que vous voulez, je pense que vous pouvez bien conclure ce dernier tour de table. Je vais prendre une casquette que je n'ai pas encore beaucoup utilisée aujourd'hui. Quand une éthique devient très très étroite et beaucoup trop petite, ça s'appelle une étiquette. Et lorsqu'on colle une étiquette sur une bouteille, on voit beaucoup l'étiquette quand la bouteille est vide. Bien écoutez, ça va clore notre débat, j'espère qu'il vous aura intéressé. En tout cas, il y a beaucoup de... Il faut être clair, il y a un état des lieux qui est encore un peu lourd, un peu négatif, mais il y a quand même des sources d'espoir et même des exemplarités à souligner. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci bien.